Allez, hein. Qui dit allô là Allô? Qui c'est qui dit allô? Allô, Non, bonsoir. ça vient de chez moi, ça vient de chez moi. Aïe aïe aïe, et on Ok. accueille du coup dans ce live chaotique, incroyable, 20h, le poteau de Utah Jazz FR. Bienvenue Bonjour. à toi. Bonsoir. Alors c'est comment une première chez TBA? Franchement, un peu de pression, mais ça va. Oh tu parles, et t'as Oh. vu comment on gère? Ah, Ouais. je vois comment c'est organisé comme des pros. Là, je vois que tout le monde est prêt. Enzo est au taquet, donc forcément, ça impressionne un peu comme ça. Bâtard. Ouais, je sais, je comprends que ce soit impressionnant. Ouais. C'est très dur. Bon, et ben voilà, Enzo, débrouille-toi. Moi je me casse. Eh ben, écoute. Mais du coup, en gros, je dis oui, on va passer au slide suivant, et toi, tu passes au slide suivant pendant que tu manges ton burger. Ouais, Ah, il fait la régie du coup. je suis en régie. Let's go Utah Jazz, nous dit Sin53, première fois sur le chat, on apprécie. Donc moi ouais, voilà, je serai à la Allez. régie Let's go Et- la loterie. et je répondrai au chat. Let's go. Allez, Allez, du ciao. coup, nous sommes bien présents avec Loterie Jazz FR. Merci à toi d'être là, mon Guillaume. Ça C'est un fait plaisir. On va aller très rapidement, on va enchaîner directement avec du coup le roster pour cette année. Non, les stats, pardon, avant, excusez-moi, les Putain, stats, mais- les stats de l'année dernière avant. Il connaît Oh là même là, pas le fil présentateur conducteur. miteux que je suis. Les stats de la saison dernière, du coup, si la régie veut bien nous les afficher. Une saison de décevante. Une saison qu'on peut qualifier de décevante, Guillaume. Je pense que tu es d'accord avec moi. Évidemment. Là, on voit du coup le récap de la saison du Hit. Ben oui, donc pour meubler, pourquoi décevante? Explique-nous, Guillaume, voilà, les bonnes stats sont affichées. Pourquoi, toi, en tant que fan du jazz, pourquoi as-tu été déçu? Et quelle est la chose qui t'a le plus déçu, surtout? Bah, décevante sur le fait qu'en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'une régulière qui est plutôt bonne, où on fait une 5e place. Donc au final, quand on voit la concurrence à l'ouest, c'est plutôt pas mal. Et on arrive en playoff et encore une fois, c'est les mêmes problèmes qui arrivent, les mêmes problèmes de défense extérieure. On se fait taper par des Mavs où Doncic rate la moitié de la série. On fait passer Jalen Brunson pour un joueur de fou qui va chercher un contrat à 100 millions derrière à New York. Tout ça, Les gars, les fans d'Enix vont nous cancel, arrête. Tout ça parce qu'on a une défense extérieure qui est incapable de s'adapter un minimum. On a un coach qui n'a pas été capable de s'adapter sur une série et les problèmes ont vite été montrés bien comme il faut sur le terrain. Et voilà, décevant, sortie premier tour. On avait un groupe où, même pour revenir un petit peu sur les saisons d'avant, on avait une fenêtre de tir, je pense, il y a 2 ans pour le titre. Et au final, on a vu toujours la même chose, une équipe où quand Gobert est présent, on n'arrive pas à trouver la solution de comment défendre sur lui, comment défendre à l'extérieur face à un small ball quand tu as Gobert sur le terrain. Donc voilà, des décevantes en tout point, parce qu'en playoff, on a encore été incapable de faire la différence. De toute façon, ils sont tous nuls. J'ai entendu quelque chose plutôt drôle, plutôt réel surtout, j'ai envie de dire. Moi, j'ai envie de mettre le doigt sur quelque chose que tu dis. Tu dis que ton backcourt n'a pas su adapter sa défense. Moi, je verrais plus ça comme ton backcourt n'a pas voulu défendre. Parce que, en plus d'un manque d'adaptation qui est criant, effectivement, lorsque je voyais Donovan Mitchell, j'avais surtout l'impression de voir quelqu'un qui ne veut pas défendre et qui ne veut s'occuper que de l'attaque. Est-ce que tu avais ce ressenti-là aussi? Exactement, le problème c'est que ça a été Mitchell qui en fait est capable de défendre. Mitchell qui est capable de défendre et qui en fait est impossible, n'a pas voulu ou n'a pas fait les efforts de défense. Donc ça a été le gros problème, que Rudy ne pouvait pas défendre pour 5 et qu'on avait un backcourt Conley Mitchell qui était incapable en fait de vraiment faire le boulot, j'ai envie de dire, parce que Conley, encore, je peux comprendre sur le fait qu'avec l'âge, la défense ne peut plus être au même point. Mitchell, c'était clairement un problème d'envie. Moi, j'ai l'impression que l'équipe s'est mis un peu au rythme de Mitchell.
c'est-à-dire tir à gogo, défense un peu absente. Je prends par exemple le cas de Royce O'Neal, qui lors des premières saisons était vraiment un très très gros atout défensif. Je sais pas si tu comptes me contredire ou pas, mais défensivement c'était très très fort ce que faisait Royce O'Neal. Et cette saison, je l'ai trouvé ultra décevant. Peut-être dans le top 3 des joueurs du Jazz les plus décevants. Non mais exactement, Royce O'Neal de base est un pur 3&D et en fait on est arrivé à une situation où ces 3 points ne rentraient pas vraiment. Je pense qu'il doit être autour des 30-35% de réussite à 3 points et défensivement il était absent et qui devait normalement tenir la baraque sur la défense extérieure, il n'a pas été là. Il devait tenir la baraque sur la défense extérieure, il devait apporter un peu ce mix de shoot et de slash qu'on lui connaît bien, et il a été quasiment extinct. On voit que à l'opposé aux Mavs qui avaient des Reggie Bullock qui ont sorti des perfs qu'on n'attendait absolument pas d'eux, ça met un peu plus de regret et indirectement. Vas-y. T'avais une équipe en fait qui avait la dalle et t'avais une équipe qui jouait ses matchs tranquilles. Et c'est le pire en fait parce que sur le papier les Mavs, surtout avec la blessure de Doncic, étaient loin d'être supérieurs au Jazz. Mais ça n'a pas voulu faire les efforts. En tout cas, ça n'a pas fait les efforts. Et ça a été le gros souci de cette équipe, c'est que on n'a jamais vu en fait une équipe qui avait la dalle. Donc on peut parler de problèmes de vestiaire, de la mésentente Mitchell Gobert, ce qu'on veut. On avait une équipe qui ne voulait pas se battre face à une équipe qui avait faim. Et sur le en basket, de toute façon, quand c'est comme ça, il y a aucune solution possible. Genre, si t'as pas la dalle en play-off, bah tu perds et tu te fais éliminer un peu honteusement. C'est un mot assez dur parce que ça reste une très belle équipe des Mavs, mais tu te fais éliminer et t'as été mauvais. Sur la série, t'as été mauvais, c'est tout. Et tu parles de déception, tu parles de récurrence surtout au fil des années. Et du coup, logiquement, je dirais, le front office a fait le choix de faire tout exploser. Rudy n'est plus là, Donovan n'est plus là, votre coach n'est plus là. J'ai oublié son nom, ce plouc là, Quinn Snyder. Ouais. Il n'y a plus aucun plouc, concrètement. Il n'y a plus aucun responsable. Est-ce que toi, tu aurais aimé quand même garder une certaine base qui, faut pas nier, a fait le succès de Utah sur les 5-6 dernières années, ne serait-ce que le coach ou Rudy ou quoi? Ou est-ce que tu es totalement content de cette explosion-là et de cette refonte totale des ambitions du collectif, etc. etc. Mais c'est assez compliqué à dire parce que déjà, je vais pas être objectif sur le fait que j'adore Rudy, j'adore le voir évoluer justement dans une équipe, l'impact qu'il peut avoir défensivement, même offensivement, ça reste un joueur qui peut être très utile. Mais je pense qu'on était arrivé, c'est assez clair qu'on était arrivé à une fin de cycle. Et cette fin de cycle ne pouvait passer que par le départ de... Alors, ça pouvait être Donovan ou Rudy. Après, il faut croire sur la vie... faut être confiant sur la vision de Danny Ainge. Il a voulu tout casser, recommencer vraiment à zéro ce qu'on pouvait faire. Les deux trades montrent que ça va être basé pas sur cette saison mais sur le futur, avec un nombre d'assets quand même assez impressionnant, que ce soit niveau choix de draft ou même joueurs sur le futur. Mais on était arrivé à une fin de cycle, il fallait des grands changements. Snyder, qui est un excellent coach en plus, devait il est arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire avec le Jazz. Mitchell Gobert, ça s'entendait plus, il fallait en faire partir au moins un des deux. Il a choisi de faire partir les deux. Moi, je suis d'accord avec ça. C'était une fin de cycle. Il fallait recommencer à zéro. On sait que l'NBA, de toute façon, c'est que des histoires de cycle. Et même si ça me fait chier maintenant de voir Rudy sous d'autres couleurs, c'était peut-être ce qu'il fallait pour cette équipe. Nouveau coach, nouveau groupe. Et on va voir ce que ça va donner dans les années à venir. Mais je pense qu'on ne pouvait pas tirer mieux que ce qu'on a eu. Il y a eu la fenêtre de tir, elle a été ratée. Quand tu as un marché comme Utah, si ça ne marche pas, tu vas chercher des choix de draft. Mitchell a été drafté en 14, Rudy a été drafté en 27. Donc tu peux avoir des bons choix sur la suite. À voir maintenant comment ça va se passer. Mais la fin de cycle fait que je pense que c'était la bonne décision de tout casser. Du coup, on parle de contrepartie. On va passer sur le roster
qui débutera cette saison prochaine, du coup. Merci la régie, c'est super, c'est une fluidité extrême. Alors, le roster pour l'année prochaine est très différent. On a des Conley qui restent, des Bogdanovic, des Rudiger, des Clarkson, mais on sent que tout ça peut encore bouger. Il y a encore un gros dossier restant à NBA qui s'appelle le dossier Russell Westbrook. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de facteurs qui font que le roster n'est pas définitif. Et ça m'étonnerait qu'on voit Conley, Bogdanovic et Clarkson avec un maillot du Jazz en début de saison. Surtout Clarkson, à mon avis. Parce que aujourd'hui, Clarkson est peut-être le profil qui pourrait le plus ravir des border contenders, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, Clarkson reste un joueur qui vampirise le ballon, tu vois. Donc c'est pas ce qu'on va chercher pour évoluer les jeunes. je suis totalement d'accord. Du coup, on va essayer de se projeter. Je pense que par contre, Conley va rester chez vous. Ça va être dur à trader. Si c'est pas les Lakers, je vois pas où il peut atterrir. C'est ça. Et sachant que les Lakers, je pense pas qu'ils aient quelque chose à faire de Conley. Ouais, bah. Après, sait-on jamais les débiles qui sont. Concrètement, tu as quand même du THT qui peut être développé. Tu as du Sexton, du Markkanen, du Vanderbilt. Je vous trouve un peu léger sur le poste de pivot, mais bon, j'ai envie de dire, Enzo, pour une équipe qui tank pour Victor, on s'en fout un peu. Enzo, vite fait, Oui. je te conseille au cas où de parler moins fort dans le micro. Parce que ça sature. Bien sûr, pardon la régie. Et pas de problème. On voit par contre dans vos départs qu'il y a Daniel House. Dans le chat, j'ai vu Daniel House était le meilleur défenseur extérieur du Jazz pendant les playoffs. Je suis pas loin d'être d'accord, je suis même totalement d'accord. Est-ce que tu aurais aimé garder quand même un Daniel House dans cette équipe jeune-là pour le voir se développer et créer une sorte de mini-sauce quand même? Sincèrement, ouais, parce que on l'a signé pendant l'intersaison, il avait personne ni rien. Et tu vois, on parle quand même de Daniel House, donc ça fait chier. Mais le mec il avait la dalle tous les soirs et c'était ce genre de personne qu'on avait envie de voir dans un roster. Parce que malgré, ça va être dur, mais son niveau de jeu qui est pas non plus incroyable, c'était le mec qui nous faisait kiffer parce que dès qu'il rentrait, il donnait tout ce qu'il avait et c'est ce qu'on n'a pas assez vu au Jazz cette saison. Daniel, tu dis que Daniel House a l'écro, c'est marrant, il a bien l'écro, on l'a vu à la bulle, blague à part. Blague à part. On a vu du coup Markkanen et Sexton arriver pour Donovan Mitchell. Et en vrai, Agbaji aussi à noter parce que ça reste le 14e choix de draft. C'était un pic de loterie, ça peut être intéressant sur le futur. À voir, j'ai pas trop envie de me projeter sur un joueur qu'on n'a pas tant vu que ça au Cavs, j'ai envie de dire. Par contre, un joueur qu'on a beaucoup vu ces derniers jours, c'est Markkanen, the Finnish God. Est-ce que après cet euro-là, on sait que bon, les règles FIBA, les règles NBA, c'est très très différent. Mais est-ce qu'après l'euro de dingo qu'il a sorti, tu en attends encore plus de lui? Ou tu sais que ça reste un joueur qui peut potentiellement encore être trade d'ici quelques mois, voire un an? Bah, Markkanen, j'ai envie de te dire, c'est super l'euro qu'il a fait. Il a fait des pertes de ouf. Ça reste de la FIBA, on sait pas trop ce que ça va donner. Après, sur la suite, ça peut être très intéressant sur le fait que c'est encore un joueur qui a une marge de progression. En NBA, il a toujours été considéré un petit peu trop comme soft. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est cool de l'avoir dans le roster parce que je pense que c'est un joueur qui peut apporter une franchise. Après, comme on a pu en parler en début, le but, ça va pas être de gagner cette saison. Donc on va voir ce que ça donne. Et il peut faire partie un petit peu des vétérans. C'est horrible de dire quand un mec il a 25-26 ans, mais il peut faire partie des vétérans qui vont faire que le Jazz va pouvoir grandir au fil des années sur ce nouveau groupe. Donc soit il va être très bon et ça va. Le souci ça va plutôt être genre on l'échange avant la trade deadline contre un pick, contre deux picks, ça dépend de sa saison. Mais en tout cas ouais on attend, ça va être un starter solide, il va avoir beaucoup de ballons, il va pouvoir s'exprimer. Donc on va voir ce qu'il peut donner. Est-ce qu'aujourd'hui, si je te dis Markkanen, option offensive numéro 1, je te dis chaud, let's go? Bah, tout dépend de tes objectifs. Hein.
J'ai envie de te dire, cette saison, Mark Cannon, s'il veut être option numéro 1, il peut. Mais dans une équipe qui va pas chercher à gagner. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais en fait, j'attends, idéalement, tu vois, en plus, toi, j'imagine que ça va te parler. Mais j'ai vu pas mal de matchs des Pistons l'année dernière. Et souvent, ils font très bonne figure pendant 3/4 temps, avant un peu de s'écrouler sur les fins de match et de prendre des défaites qui pouvaient paraître évidentes. Mais toi-même, tu sais qu'ils ont été quand même très convaincants sur certains points et que malgré les défaites, il y a eu des belles choses. Je pense pour l'instant, on a des bons joueurs qui peuvent être des secondes, troisième options. Tu vois, Colin Sexton, par exemple, ça peut être une deuxième ou troisième option crédible chez un contender. Après, nous, c'est pas ce qu'on va chercher cette saison. Il manque encore le franchise player, le noyau, le mec qui va faire que le projet a du sens. Et ça, normalement, ce mec, c'est celui que tu vas aller chercher à la prochaine draft. On a Sin53 qui nous dit Sexton en 1 plutôt. Personnellement, j'aurais beaucoup de mal à mettre Sexton en 1. Ne serait-ce que par... je trouve qu'il ne prend pas assez soin de la balle. Et qu'il manque quand même de playmaking. Toi, si demain tu vois Sexton en 1, est-ce que tu te dirais... Ouais, ça me va, ou tu serais un peu déçu de ne pas voir, ne serait-ce que Alexander Walker, un peu plus prendre des responsabilités? Il est plus là. Allô Guillaume? Il arrache cuite. Autant pour moi, le micro était coupé, autant pour moi. Ah. Non, Sexton, ça reste un joueur de grand talent. C'est un peu le... de mon expérience de fan de Utah, ça va être un peu le Donovan Mitchell Wish. Tu vois, genre, il va beaucoup prendre la balle en main et c'est pas ce qui va faire forcément plus progresser les mecs à côté. Mais sincèrement, let's go. Hein. On va voir ce que ça donne. Il revient des croisés, donc déjà, on va voir s'il est capable de retrouver le niveau qu'il avait à Cleveland il y a 2 ans. Donc, sincèrement, let's go. On va être là pour essayer. Sexton, apparemment, vu la durée de son contrat, le fait qu'il soit juste re-signé cet été, va faire partie du projet. Donc, il va falloir s'en servir le plus utilement possible, j'ai envie de dire. Même si ça veut dire que du coup, ça va, niveau playmaking, comme tu dis, ça va handicaper peut-être un petit peu les autres. On a parlé des nouveaux joueurs, on a parlé du nouveau roster, de ce qu'on peut en attendre. Il y a un gars dont on n'a pas parlé, c'est Will Hardy, le nouveau coach du coup. Un coach rookie de mémoire, si je m'abuse, sans grande expérience en tout cas. Qu'est-ce que toi tu en attends? Est-ce que tu penses que ça peut être une bonne pioche, un peu à la Ime Udoka au Celtics, ou tu te dis c'est un soldat, il va pas faire long feu, il va juste faire acte de présence, un peu comme on peut voir aux Rockets? C'est dur justement de parler à un coach qui n'a jamais pu faire ses preuves, il est rookie, on verra. J'ai envie de te dire pourquoi pas, on va voir si ça peut le faire. Peut-être ça va être encourageant sur quelque chose. On a vu que c'est pas forcément les coachs les plus expérimentés qui marchent le plus en ce moment. Donc là, coach rookie, moi j'ai juste envie de dire genre on va voir et pourquoi pas. Je suis limite content en fait que ce soit un coach rookie qui arrive parce que il va pouvoir montrer des nouvelles choses. Personne ne le connaît, on sait pas à quoi la saison va ressembler. Du coup, ça peut être intéressant à voir. On va passer maintenant à l'instant Combini. C'est-à-dire, on te pose des questions. Il y a une grosse question à laquelle on va un peu développer. Et les autres, ça va être un peu du fast-food. On pourra développer aussi, hein, je pense. Hein. Oui, quelle heure? Ah oui, on a le temps, mais bien sûr. On a grave le temps, vous êtes passé vite sur les stats en plus. Oui, on a le temps. Voilà. Donc du coup, question de la mort pour toi, mon petit Guillaume. All-in sur Victor Wembanyama ou pas? J'ai envie de te dire oui. Enfin, que ce soit Wembanyama ou Scoot Anderson, j'ai commencé à m'enseigner un peu parce que la draft, apparemment, là, ça va bien nous concerner. Il manque la pièce centrale du projet. Et la pièce centrale, t'es le Jazz, tu sais que tu vas signer personne. Donc la pièce centrale, faut que tu ailles la chercher à la draft. Donc le but, sincèrement, ça va être une saison chiante à suivre parce que l'équipe va beaucoup perdre. Mais le but, c'est d'aller chercher un top 5 pick et d'aller chercher ton franchise player, le mec sur qui tu vas te concentrer sur le futur.
Donc oui, que ce soit Mbayama ou un autre rookie, ça va être all-in parce qu'il manque cette pièce centrale. Et si tu sors du top 3 concrètement, est-ce que tu te pètes ton crâne ou tu te dis il y a quand même quelque chose à faire? Bah, le souci, c'est que là, à l'heure actuelle, je pense que l'effectif est trop fort pour viser un troisième choix de draft. Donc après, on a bien vu certains exemples. Genre, tu peux faire enlever des joueurs de la rotation qui sont un peu trop forts, etc. Le but, même si tu sors le choix du top 3, cette draft est quand même très forte. Le Jazz a montré qu'il est capable de drafter des talents, même en dehors du top 3. Donc, évidemment, ça ferait chier parce que t'as quand même des mecs qui ont la taille en fait pour être des franchise players. Mais même avec un 7, 8e choix, je pense que tu peux aller chercher un super joueur qui peut justement faire grandir cette équipe et devenir la pièce centrale au fil des années. Je sais pas, je me dis que pour devenir une pièce centrale d'un projet de reconstruction, faut vraiment un joueur qui en a sous le capot, tu vois. Je vois mal un top 6-7 devenir une pièce centrale. Après, forcément, on a toujours des surprises. Tu parlais de Donovan qui a été pick en 14 ou en 13. Forcément, oui, c'est une bonne surprise, voilà. Mais tu peux pas miser dessus à chaque draft, tu vois. Non, évidemment, un pick 14, je pense que si tu prends l'historique, tu as plus de pick 14 qui ont pu flop, qui ont fait 2-3 ans NBA, qui se sont arrêtés après, que de pick 14 qui peuvent devenir un joueur comme Mitchell. Mais après, j'ai envie de te dire, on n'a pas trop le choix. Hein. On va regarder comment la saison se passe. Si tu as un pick 6-7, tu te débrouilles avec ça. Peut-être que ce ne sera pas ton franchise player, donc le projet va prendre 1 ou 2 ans de retard. Peut-être les Wolves vont s'écraser, peut-être les Cavs vont s'écraser. Ça va te donner des opportunités sur la suite. On va commencer du coup les questions fast-food, les questions combini. Qui est intouchable dans l'effectif actuellement? Tous les joueurs qui ont moins de 24-25 ans. Oula, ça fait beaucoup d'intouchable ça. Ça va être intouchable dans le genre. Par exemple, tu vois, je vois pas l'intérêt, par exemple, du Jazz de se séparer d'un Talen Horton-Tucker, même s'il fait une énorme saison, d'un Kessler qui va être un projet un peu comme Rudy, c'est un peu le même profil, d'un Badji qui peut donner de belles choses. Donc ouais, vas-y, s'il faut donner des noms, Kessler, Agbaji, Sexton est intouchable parce que t'as signé c'est pour 4 ans lui. Donc sincèrement, tous les jeunes. Tu peux bouger un Zubuke parce que tu crois pas en lui, des choses comme ça. Je peux le concevoir. Les mecs de la draft de cette année, pour moi, sont pour l'instant intouchables. Sexton est pour l'instant intouchable selon moi. Et voilà, tous les jeunes, en gros, tu les gardes. Tous les Conley, Bogdanovic, Clarkson. Même, tu vois, c'est horrible à dire, mais un Malik Beasley qui a 25-26 ans, si tu as une belle offre, tu le laisses partir parce que tu vas pas chercher à être compétitif cette année. Ça me fait rire de t'entendre dire tu es chien touchable, sachant qu'on a passé une bonne partie de l'année à se foutre de sa gueule. D'ailleurs, C'est marrant, mais ouais. moi j'aurais C'est une petite vrai. question là pour toi. C'est que je sais pas trop où en est la situation du Jazz en termes de pick de draft. Du coup, l'année prochaine, la draft 2023, vous avez quel pick? On a le pick du Jazz, on a le pick des Wolves. Ceux des Cavs, si je me trompe pas, c'est 24, 26, 28. Donc ce sera celle d'après. Et les Wolves, c'est 23, 25, 27, 29, avec un swap en 26. Mais clairement, actuellement, le plus gros asset du Jazz, c'est son premier tour 2023. Ouais, clairement. Parce que du coup, tu peux pas non plus te projeter là dans la reconstruction du Jazz en mode Thunder ou Houston. On a 4 picks par an, quoi. C'est ça le problème un peu que peut avoir Utah. C'est ça, clairement, là, c'est le year 0 de la reconstruction. On va voir ce que ça donne. C'est beaucoup trop tôt pour se projeter déjà sur est-ce que ça va être un flop, est-ce que ça va être une bonne chose. Donc on va voir ce qui peut se passer. On fait confiance au front office et on va voir la suite. On sait qu'on aura une saison de merde. Globalement, je vois pas comment on peut dépasser les 30 victoires. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est le cycle de la NBA. Tu vas faire une saison de merde, tu vas récupérer un gros pic. Et après, tu vois si tu peux construire autour de lui.
Bah, surtout que là, je suis devant le payroll là, de Utah. Bon, bah cette année, t'as tout le monde sous contrat et tout ça. Après, l'année prochaine, t'as déjà plus Bojan Bogdanovic. Qui sera en plus pas là fin octobre. Ouais, donc voilà. Parce que Bogdanovic Clarkson, c'est les deux quand même vétérans qui, je pense, ont quand même une certaine valeur sur le marché. Va falloir voir ce que vous voulez faire avec Nickel Alexander Walker aussi. Parce que du coup, là, vous êtes en... Il a la team option, mais après, il est agent libre total. Va falloir voir ce que vous allez faire. Y a des choses à faire, franchement, c'est intéressant. Hein. Mais pareil, Malik Beasley, ouais, 25 ans. Putain, il touche 16,5 millions l'année prochaine. Hein. Bah, j'ai envie de te dire, après, il faut bien des contrats. Genre, le salary cap a tellement explosé qu'au final, genre, un contrat en dessous de 20 millions, bon, tu te dis, même s'il peut prendre une grosse place, ouais. très tradable, mais tu peux le garder, ça va pas non plus plomber tes finances, tu vois. Ouais, après, t'as D'accord. Mike Conley aussi, du coup, qui sera à 24, mais non garanti. Conley va être la grosse interrogation parce que j'ai du mal à voir qui va le vouloir. Enfin, actuellement, genre, qui veut de Conley en tant que meneur, même si c'est pour être backup avec un contrat comme ça. Mais des gars, hein. Voilà. gars. Ouais, bah oui, c'est ça. Soit t'arrives à le foutre un petit peu Westbrook, mais j'ai du mal à l'imaginer. Donc ça va être difficile de le bouger. Et en même temps, on n'est pas pressé, tu vois. S'il va au bout de son contrat, bah... C'est pareil, en fait, ça a été une occasion ratée. Il fallait faire venir un gros joueur à côté de Mitchell Gobert. On a tenté Conley, j'étais très content au moment du trade de Conley, ça n'a pas marché. On a raté la fenêtre de tir, bah c'est comme ça. Genre, tant pis, il y en aura d'autres dans 5-10 ans. Et c'est peut-être que ce qu'attend là, que ce constat que tu viens de faire, c'est peut-être ce qu'attend aussi les fans des Suns, mine de rien, avec leur occasion ratée de l'année dernière il y a 2 ans. Ah oui, ils vont s'en Et tu vois, ce style-là, vous avez vraiment trusté la conférence Ouest pendant des années en pratiquant un super basket pour au final échouer. Vous avez fait une finale de conf déjà ? Non. Enfin, dans les années 90. Oui, mais là, dans ces dernières années, Quinn Snyder. Dans le cycle actuel, ça a été en demi-finale maximum. Ouais, voilà. Après, on se souvient bien que vous vous êtes confronté quand même à la réalité du... on n'a pas la superstar, quoi. En fait, je me souviens que James Harden vous salissez très salement. Non, t'as raison. C'est ça, quoi. Donc là, on espère quand même que ça repart sur un rebuild rapide, parce qu'il faudrait pas non plus que vous trompiez sur le choix de draft, tu vois. Ouais. Et d'avoir vraiment la grosse tête de gondole l'été prochain. Et là, du coup, à partir de là, vous pouvez construire votre équipe, quoi. Bah, ça a été un peu le souci en fait. On a eu 2-3 ans où James Harden nous marche dessus avec un small ball des Rockets injouable pour nous. Il y a eu l'élimination contre Denver où l'équipe mène 3-1. Il y a un shoot pour la qualification, il est raté. Il y a eu après les Clippers où tu te fais éliminer en demi de conf sans Kawhi Leonard. Tu prends 40 points de Terrence Mann. Avec tout le respect que j'ai pour lui, genre c'est pas normal que Terrence Mann te mette 40 points en playoff. Bien sûr. Que bah, tu passes à côté d'un truc. La désillusion face aux Mavs, je dis désillusion, mais chaque fan du Jazz en fait savait ce qui allait se passer parce que rien n'a changé au fil des années. Il n'y a pas eu d'adaptation. Il y avait toujours le même problème avec Rudy qui se faisait exposer face à un small ball. Il n'y a pas eu de changement, donc on n'a même pas été surpris. Ça a été le souci. On a eu une belle équipe, un joli groupe. C'était plaisant à voir. En régulière, ça marchait sur tout le monde. Et au final, en playoff, c'était toujours les mêmes soucis. Dès qu'un coach arrive un minimum à s'adapter, bah, tu rends cette équipe du Jazz inoffensive. Tu parles de rebuild. Il y a beaucoup d'équipes en rebuild en ce moment dans la ligue. Il y en a qui sont bien avancées. Et je parle en connaissance de cause. Est-ce que toi, tu verrais plus un tanking à la process dans le sens où, comme un peu les Sixers, où vraiment les jeunes comprenaient, c'était vraiment de l'instant T et de la full confiance en eux, ou tu accepterais des années de transition, dans le sens où tu passes peut-être 1-2 ans, tu sais que tu n'as pas forcément de gros jeunes à développer, tu sais que tu n'as pas forcément de hype à avoir, tu as plusieurs années de tanking un peu chiantes à suivre, mais je te dis, c'est un mal pour un bien.
Bah exactement, en fait, ça va dépendre en fait du choix de draft de l'année prochaine. Si le Jazz tape un top 3 l'année prochaine, bah le Rebuild prend une grosse avance directement et va pouvoir être à un niveau que les Rockets ou les Pistons peuvent avoir actuellement. Le souci, c'est que si tu fais une saison où tu es juste moyen nul, que tu tapes un choix, un 10e choix, et bah là, ça risque de prendre plus de temps. Tu sais que sur le futur, jusqu'à 2029, tu es blindé en choix de draft, mais tu vas attendre parce que t'as pas. Je pense que tant que le Jazz n'aura pas sa pièce maîtresse du rebuild, ça va continuer à tanker un peu en étant dégueulasse. Et, il faut cette pièce maîtresse pour avancer. Ok. Et vous avez trade Donovan et Rudy. Rudy, il y a une très grosse contrepartie pour lui. Ça, on est tous d'accord. Mitchell, moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il y avait la possibilité d'avoir mieux en termes de joueurs. Parce que je trouve que Sexton, Markkanen, c'est quand même un plafond très bas comparé à ce qu'est Donovan Mitchell. Est-ce que toi, si on englobe les deux, tu es satisfait des contreparties que vous avez acquises? Alors le trade de Rudy, avec tout l'amour que je peux avoir pour ce joueur, je trouve que ça a été une très bonne contrepartie. C'était un truc parce que Rudy, outre le fait qu'il soit élite dans pas mal de catégories, a ses limites, notamment offensives. Genre, ça, on va pas se le cacher. On sait très bien qu'offensivement, quand il n'est pas dans la situation qu'il lui faut, ça peut être limite. Son contrat, on peut en parler comme il veut, ça reste un très gros contrat qu'il faut prendre. Donc la contrepartie pour Rudy est excellente. J'ai trouvé sincèrement bonne la contrepartie pour Mitchell. Genre, je voyais, je vais encore parler des fans des Knicks, mais qui pensaient avoir un meilleur package, des choses comme ça. Est-ce que des Quickley, est-ce que des Topin, est-ce que des joueurs comme ça qui sont des bons joueurs, mais qui au final, je les vois mal être plus que average en NBA, valaient mieux que ce que les Cavs ont proposé? Je pense pas. Les Cavs ont donné 3 choix sans protection. Les Knicks n'avaient pas envie de les donner. Après, il y a eu la possibilité RJ Barrett. Est-ce que sur ton projet de rebuild, tu as envie de donner toutes les clés à RJ Barrett? Je suis pas sûr. Pour toi, RJ Barrett n'est pas un joueur que tu peux qualifier de central. C'est un joueur que j'aime beaucoup en plus, mais c'est pas une pièce maîtresse. Au mieux, ce sera une deuxième, troisième option, mais tu peux vraiment pas construire pour moi ton effectif autour de lui. Après, tu vois, quand on parlait de package, parce que c'est moi qui ai fait la petite question combinée, celle pour Mitchell, je me suis dit quand même, c'est con de gratter. Alors, tu grattes plein de tours de draft, c'est cool. C'est même essentiel. Les Cavs vont être en basse, c'est ça le souci. Mais voilà, gratter les tours de draft à New York par rapport à Cleveland, ils sont pas du tout dans la même dynamique et je me dis, c'est peut-être dommage là-dessus. Peut-être que les pics de draft de New York auraient été plus valuable tout en pouvant te donner quelques joueurs, tu vois, genre Quickley, Quentin Grimes, voilà, des mecs comme ça. Je me dis que peut-être à long terme, ça peut vous faire chier, quoi. C'est possible. C'est évidemment trop tôt pour en parler. On verra comment on est toutes les équipes. Moi, personnellement, je trouve que le groupe des Cavs est très fort. Donc, je pense pas que ça va être des pics incroyables dans les années à venir. J'ai du mal à voir comment ça peut s'écrouler. Parce qu'ils ont quand même beaucoup de talent sur à peu près tous les postes. Des mecs jeunes qui vont encore progresser. Donc oui, pour moi, le futur des Cavs est évidemment plus beau que celui des Knicks. Après, on peut pas en faire grand-chose. Hein. C'était le choix du front office de prendre cette offre des Cavs et de refuser celle des Knicks. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est sûr que, par exemple, les pics 23, 25, 27 des Knicks font évidemment envie. Même si, au niveau du marché free agent, t'es plus amené à signer à New York qu'à Cleveland. Donc, en 2027, par exemple, on sait pas ce qui peut se passer à Cleveland. Je vois comment tu réfléchis, mais personnellement, je continue à penser que l'offre des Knicks était plus intéressante pour vous. Ne serait-ce que pour la trade value de RJ Barrett, tu vois. Après, ça se trouve, Utah, ils ont fait une Spurs et ils ont dit, tu veux partir, Mitchell? Nick, tu veux aller à New York, tu veux aller à Cleveland. Tu vois. Tout dépend un petit peu, parce qu'on a vu beaucoup de rumeurs chez les Knicks.
on pourra jamais être sûr, j'ai l'impression, de l'offre qui a été proposée, tu vois. Je vois que début juillet, ça a proposé Mitchell Robinson, ça a proposé R.J. Barrett, mais c'est des mecs qui étaient free agent, qui n'ont pas été signés. Est-ce que tu les signes au même prix que ce que New York a pu faire? Parce que, de toute façon, soyons clairs, tu passes des Knicks à Utah, tu vas vouloir un petit Bien coup derrière. Bien sûr, bien sûr. Donc tout dépend vraiment. On n'est pas dans les bureaux, on sait pas vraiment ce qui a pu être proposé par les Knicks. Mike Conley, ça bouge quand? Tu vas Bah, donner le plus vite possible. Hein. Ouais, mais allez, petit prono freestyle. Dis en jour, en semaine, en mois, quand c'est que ça bouge? Sincèrement, je pense que c'est possible que ça bouge pour moi avant le début de la saison sur un trade où le Jazz se fait un peu niquer. Mais je pense vraiment que le front office va chercher à le faire partir le plus vite possible. Tu vois un truc un peu à la Draymond avec les Pistons? Ouais, voilà, un truc comme ça, tu vois, genre tu vas voir le trade, tu vas te dire ouais c'est dégueulasse pour le Jazz, mais au final c'est nécessaire pour vraiment fermer la page et repartir sur des bonnes bases. Je vois ce que tu veux dire. Et pour clôturer un peu cet entretien, ton niveau de confiance sur la saison, sur une échelle de 1 à 10, par rapport à vos objectifs? Tout dépend les objectifs que tu veux donner. Niveau de confiance, On va dire l'objectif, être dans le top 5 de la draft. ouais, bah là actuellement je vais te mettre un 3-4 sur 10 parce que l'effectif est trop fort pour aller chercher, comparé aux Spurs, à des équipes comme ça. L'effectif est juste trop fort pour aller chercher vraiment les équipes mauvaises de la ligue actuellement. Ok. Ben, ok. On va terminer par la petite prédiction, la petite tier list. Si mon ami la régie veut bien nous mettre dessus, hop, je cherche la page, la tier list. Du coup, on a une tier list ici avec plusieurs. Ah, on le voit. Du coup, on a une tier list ici avec plusieurs petites catégories: candidat au cheat, challenger, playoff fab, play-in, tank et pop on the beach. Où est-ce que tu vous mets? On va pas en parler pendant des années, on sort le tank. Hein. Sort le tank. Allez, on sort le tank juste devant le pop on the beach. Ouais. Puis même bien devant OKC aussi, hein, je pense. Ouais, je pense que OKC finira avec plus de victoires que nous cette saison. OKC, Ah bon OKC, je pense qu'ils vont être dans le cul entre deux chaises, entre play-in ou le tank. Enfin, c'est ça. tu vois, C'est un peu la Kings Nation. c'est ça. Ils vont terminer genre de 12e. Ils étaient prêts à être compétitifs. Le fait que Chet se blesse, et ça les arrange pas parce que là ils savent pas trop où se mettre. Et je trouve que personnellement ils ont aussi un effectif trop fort pour aller chercher un premier choix de draft. Bien sûr. Et puis dans leur évolution avec tous les jeunes joueurs qu'ils ont, Shai et tout, je vois pas du tout Shai se faire vendre un discours. Ouais gros, et tu veux pas qu'on joue le tank encore et tout pour aller chercher. Enfin, en plus, ça va commencer à faire beaucoup pour lui. Hein. Les deux top prospects, c'est un pivot et un meneur. Ils ont déjà ça, les Thunder. Donc, en vrai, c'est limite si la draft 2023, s'ils ont vraiment des pics, encore 3 pics dans le top 10, vas-y, il faut les trade, hein, c'est là. Et tu vas chercher une grosse star. Ouais, bah. Enfin bon, on verra ça pour la preview de Casey qui sera... Tu vas chercher ce que t'as fait à Paul George, quoi. Voilà. Exactement. Mais ouais, par rapport au Jazz, c'est pas du tout la même dynamique. Non, mais on n'est pas aussi avancé. C'est clair. Même si... Bon, ben, Guillaume, je te remercie de tes interventions. Merci d'avoir pris une partie de ta soirée. On sent que tu es bien accompagné. Du coup, ça me touche vraiment que tu sois avec nous. Non, c'est la famille, c'est normal. Eh ben écoute, je te souhaite de la sobriété déjà, avant tout. Et T'es raté. Mais je te souhaite une bonne soirée, mon rêve. Je te remercie encore. Merci. Bon courage à vous, hein. On donne de la force. Hein. Allez, ça va merci. le faire. Bon courage. On va entamer la transition vers notre preview, notre deuxième preview.